Bonjour à tous, alors aujourd'hui pour changer, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Margin of Safety. Donc je vous le montre, je l'ai ici, voilà. Donc c'est un livre qui a été écrit par l'investisseur Seth Klarman il y a plus de 30 ans maintenant aujourd'hui, mais c'est encore vraiment un livre qui est d'actualité. Donc Seth Klarman présente dans ce livre sa stratégie d'investissement, qui est une stratégie d'investissement dans la valeur, on dit value investing. Et c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup parce que en fait, il est assez cohérent avec la stratégie que j'applique moi-même pour acheter et vendre des actions. Alors Seth Klarman, c'est un investisseur très connu, hein, peut-être pas aussi connu que Warren Buffett, mais il fait partie des gestionnaires très connus hein, qui appliquent une stratégie d'investissement dans la valeur. Il a créé son hedge fund maintenant il y a plus de 40 ans, c'était en 1982. Ce qu'on sait, c'est que jusqu'aux années 2010 à peu près, il avait généré une croissance annuelle moyenne de 20% à peu près. On n'a pas toutes les données pour les années suivantes. Mais voilà, il est reconnu comme étant un investisseur vraiment de très grande qualité. Donc ici, ce qu'il présente, en fait, c'est une stratégie qui globalement peut se résumer de la façon suivante. Il va en fait investir dans les sociétés uniquement quand le cours de bourse va être significativement inférieur à la valeur qu'il estime pour cette société. Et ensuite, tout simplement, eh bien, il va attendre, en faisant des analyses, bien sûr, en mettant à jour ses analyses, mais il va attendre ensuite eh bien, que le cours de bourse remonte et se rapproche de la valeur, véritable valeur de la société. Ce que l'on appelle la marge de sécurité, c'est justement l'écart qu'il y a au moment où vous investissez entre le cours de bourse et la véritable valeur de la société. Eh bien, en ayant à ce niveau-là une décote suffisamment importante, vous créez une marge de sécurité qui permet de minimiser votre risque. Mais ce qu'on voit, c'est que sur le long terme, historiquement, eh bien, cette technique permet également de maximiser son rendement. Voilà, donc on va regarder maintenant eh bien, les 10 principales idées hein, qui sont exposées dans ce livre par Seth Klarman. La première idée, c'est le fait de bien comprendre la différence entre l'investissement et la spéculation. Donc bien entendu, Seth Klarman, lui, considère qu'il faut toujours investir, mais qu'il ne faut jamais spéculer. Donc l'investissement, il le définit de la façon suivante. C'est un processus dans lequel vous allez uniquement comparer eh bien, le cours de bourse à la véritable valeur de la société et investir uniquement quand le cours de bourse est significativement inférieur. Et vous estimez que sur le long terme, eh bien, le marché aura tendance à un moment donné à faire que le cours de bourse se rapproche de la véritable valeur de la société, ce qui vous permettra de faire une plus-value. Et si cela ne fonctionne pas, eh bien, il y a d'autres moyens de s'en sortir, c'est-à-dire que vous aurez éventuellement reçu des dividendes qui vous permettront eh bien, d'avoir néanmoins un rendement. Donc c'est ça le principe vraiment de l'investissement. Et au contraire, la spéculation, c'est assez différent. Les spéculateurs ne se basent pas pour prendre leurs décisions sur les fondamentaux de la société, mais en fait uniquement sur une prédiction du comportement des autres investisseurs. Donc c'est vraiment une démarche totalement différente. C'est une démarche plutôt top-down, alors que l'investissement, c'est une démarche qui est vraiment bottom-up. Et lui, il considère, cette Klarman, que en fait, la spéculation, c'est en fait, et le fait de prédire, d'essayer de prédire l'évolution du marché, c'est une perte de temps, vraiment. Donc je vous montre la citation ici que je vais vous traduire. Donc les spéculateurs sont obsédés par la prédiction, le fait de deviner l'évolution future des cours de bourse. En réalité, personne ne sait ce que le marché va faire. Essayer de prédire ce qu'il va faire est une perte de temps et investir en se basant sur cette prédiction est une opération spéculative. Deuxième idée, ne jamais baser vos décisions sur des émotions. Donc ça, c'est un point très important. Il y a deux émotions qui font évoluer beaucoup les marchés. C'est d'une part la peur et également la cupidité. Donc la plupart du temps, la peur va s'exprimer de manière plus violente que la cupidité, mais sur le long terme, c'est les deux émotions principales hein, qui agissent sur les marchés. Et donc ce que dit Seth Klarman, c'est qu'au contraire des spéculateurs, les véritables investisseurs, eux, vont être capables, eh bien, dans leur processus de décision, d'être insensibles à ces émotions.
et ils vont être capables d'uniquement baser leurs décisions sur l'analyse des fondamentaux de la société. Donc là, je vais vous lire la citation en question. Les investisseurs à succès ont tendance à être insensibles à leurs émotions. Ils font en sorte que eh bien, la peur et la cupidité des autres jouent en leur faveur. En ayant confiance dans leur propre analyse et leur jugement, ils répondent aux forces du marché, non pas avec une émotion aveugle, mais avec une raison calculée. Voilà, donc ça c'est vraiment l'investisseur, et donc justement, il aura tendance à être très prudent, cet investisseur, par exemple lorsque les marchés sont très hauts ou surévalués, alors que dans une situation eh bien, de krach boursier, là, il sera capable d'investir avec conviction parce que justement, la panique ambiante n'aura pas d'impact sur lui. Troisième idée, il faut savoir profiter de l'irrationalité des marchés. Alors l'irrationalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que régulièrement, eh bien, le cours de bourse s'éloigne parfois significativement de la véritable valeur de la société, à la hausse ou la baisse. Et donc quand vous avez un cours de bourse qui descend très en dessous de la valeur, eh bien, véritable valeur d'une société, eh bien, c'est là qu'il faut savoir en profiter. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette irrationalité sur le marché? Alors c'est assez simple à comprendre. En fait, l'évolution des cours de bourse, elle est notamment basée sur eh bien, l'offre et la demande, donc les gens qui passent des ordres à l'achat ou à la vente. Et en fait, ces gens-là, pour une grande partie, souvent, n'agissent pas de façon rationnelle et sont souvent, par exemple, obligés de passer ces ordres. Donc dans certains cas, si vous avez un fonds d'investissement qui a des demandes de rachat, c'est-à-dire un de ses clients qui lui demande de rembourser l'argent, eh bien, il va être obligé de vendre les titres. Sans regarder, même si le prix est très en dessous de la valeur, il va vendre. Et dans le sens inverse, certains investisseurs, lorsqu'ils reçoivent beaucoup d'argent de leurs clients, eh bien, ils ont l'obligation de les investir assez rapidement. Et c'est pour ça que parfois ils investissent à des valeurs qui sont supérieures, à des prix qui sont supérieurs à la valeur. Voilà, donc il y a énormément de situations de ce type-là qui font qu'au final, il y a des opportunités, hein, une irrationalité sur le marché et donc des opportunités pour les investisseurs dans la valeur. Quatrième idée, il faut éviter à tout prix les phénomènes de mode. Alors qu'est-ce que c'est un phénomène de mode? Eh bien, il y en a régulièrement sur les marchés. Un peu avant les années 2000, c'était par exemple les sociétés Internet, hein, dont les valorisations ont explosé et qui au final eh bien, se sont écroulées avec la crise financière. Donc ça, c'est un premier exemple, mais en fait, on en a très régulièrement sur les marchés de tout type. Parfois, c'est des innovations financières. Le bon exemple, c'est les ETF. J'ai fait une vidéo justement précédemment sur les ETF. Je vais vous mettre le lien, il va s'afficher en haut à droite de l'écran et vous pourrez le retrouver également dans la description, où j'explique justement les risques cachés qui sont liés à ces ETF. C'est des fonds en fait qui sont gérés sans vraiment regarder les fondamentaux de la société. Donc pour cette Clairman, tout ça c'est des phénomènes de mode qui en fait vont surtout enrichir les sociétés de Wall Street, mais qui vont pas vraiment enrichir les investisseurs qui vont acheter ces produits-là. Ça va toujours se terminer mal de la même façon par des pertes assez importantes eh bien pour l'investisseur qui détient l'actif en dernier, juste avant que ça s'écroule. Alors je vais vous lire justement l'extrait du livre à ce sujet, où il parle des fonds indexés, qui aujourd'hui sont les ETF par exemple sur les indices. Donc un gestionnaire de fonds indexés ne cherche pas à acheter ou vendre à des prix attractifs. Ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que ces gestionnaires parfois n'ont même pas regardé les états financiers des sociétés dans lesquelles ils investissent et peut-être ne savent même pas dans quelles activités ces sociétés sont présentes. Et c'est assez vrai, je pense, hein, donc c'est quand même très surprenant hein, pour un gestionnaire de ne même pas savoir exactement dans quelle activité il investit, mais c'est le cas. Donc voilà, c'est assez surprenant. Et moi, personnellement, c'est vrai que je n'aime pas trop ces ETF. Investir dans toutes les sociétés qui sont dans un indice,
c'est vrai que ça ne me dérange pas forcément. Le problème avec les ETF, et c'est ce que j'explique dans ma vidéo, c'est qu'il peut y avoir, par exemple, des risques de liquidité liés au fait que il pourrait y avoir une différence très importante entre le volume sur l'ETF, hein, si ce volume augmente et devient très supérieur aux volumes qui sont échangés sur les titres sous-jacents. Cinquième idée, ne pas suivre l'exemple des investisseurs institutionnels. Alors très concrètement, ici, quand il parle d'investisseurs institutionnels, il parle principalement des fonds de pension, des assurances-vie, globalement des entités qui gèrent l'épargne longue. Et donc, il considère, lui, que justement, très souvent, ces entités-là ne font pas un bon travail, c'est-à-dire qu'elles ne basent pas leurs décisions d'investissement sur les fondamentaux des sociétés, mais elles cherchent simplement à suivre les indices. Et c'est effectivement le cas. Elles ont par ailleurs l'obligation, la plupart du temps, d'être toujours investies. Donc, elles ne vont pas forcément optimiser leur prix d'achat et leur prix de vente. Donc ça, c'est un... Alors, il y a une raison assez structurelle à ça hein, qui explique cela. C'est que tout simplement, leur revenu à ces gens-là, ces entités-là, leur chiffre d'affaires, en réalité, il n'est pas lié à la performance qu'ils arrivent à générer avec ces fonds-là, mais c'est juste un pourcentage des actifs sous gestion. Donc, plus ils gèrent d'argent et plus ils gagnent d'argent. Voilà. Donc, ils ne sont pas incités à faire véritablement de la performance. Et donc, il y a un autre point important concernant ces institutionnels, c'est que ils deviennent de plus en plus gros. Hein, donc, c'est ce qu'on a observé au cours des dernières années. Voilà, il y a sans doute des économies d'échelle dans la gestion qui font qu'ils deviennent de plus en plus gros. Et donc, au final, ils sont obligés structurellement d'aller investir dans le compartiment action que sur les très très grandes capitalisations. Tout simplement parce que sur les petites et moyennes, il ne va pas y avoir suffisamment de liquidité. Ils ne vont pas arriver à acheter suffisamment d'actions par société. Et donc, ils sont obligés d'aller sur les grandes capitalisations. Et ça veut dire qu'ils passent à côté d'opportunités et qu'en plus, sur les grandes capitalisations, ils vont plutôt avoir tendance à surpayer les actions. Voilà, donc je vais vous lire l'extrait du livre à ce sujet. Voilà. Donc les investisseurs institutionnels sont pris dans un cercle vicieux. Plus ils gèrent d'argent et plus ils gagnent d'argent. Cependant, il y a des déséconomies d'échelle dans le retour sur investissement lorsque l'on a de plus en plus d'argent à gérer. C'est que en fait, le retour sur investissement d'un dollar investi diminue avec l'augmentation de la taille des actifs sous gestion. Et la principale raison à cela, c'est tout simplement que les bons investissements sont rares. Voilà. Et c'est assez juste, je pense. Et c'est pour cette raison, à mon avis, qu'il ne faut pas investir tout son argent via ses fonds de pension ou ses assurances-vie. Il vaut mieux le gérer soi-même parce que au moins, dans ces cas-là, vous allez chercher à maximiser la performance et vous saurez vraiment quelle est la valeur de ce qu'il y a dans votre portefeuille. Sixième idée, minimiser le risque avant tout. Donc là, on est vraiment dans le cœur du livre hein, et de la stratégie qui est présentée par Seth Klarman. Donc le principe de base du value investing, selon lui, c'est avant tout ne pas perdre d'argent. Hein, donc c'est-à-dire qu'il faut se focaliser en priori sur la maîtrise du risque. Alors, je vais vous lire un extrait pour bien comprendre ce principe. Donc je considère que éviter la perte devrait être le principal objectif de chaque investisseur. Cela ne veut pas dire que les investisseurs ne devraient jamais supporter du risque et aucune perte, mais plutôt ne pas perdre d'argent signifie que sur une durée de plusieurs années, un portefeuille d'investissement ne devrait pas être exposé à une perte du capital significative. Donc voilà, vous avez un capital de départ et ce qu'il faut essayer, c'est que sur le long terme, ne pas le perdre, gagner progressivement de l'argent qui va s'accumuler, se réinvestir et ensuite, avec les intérêts composés, vont vous permettre de générer une performance importante. Et donc ce qu'il nous explique ici, c'est que le risque en réalité d'un investissement, ça provient principalement
du prix que vous allez payer et pas d'autre chose. Et c'est vrai que voilà, c'est des principes qui sont un peu contre-intuitifs. Le fait que, eh bien, pour arriver à maximiser son rendement, on va minimiser son risque. D'habitude, quand vous parlez à votre conseiller financier, lui va plutôt vous dire, eh bien, ah, vous voulez augmenter votre rendement, très bien, ben, il faut augmenter votre risque. Bon, ben là, c'est le principe inverse. C'est que justement, on va minimiser son risque et c'est comme ça sur le long terme qu'on va arriver à maximiser le rendement de son portefeuille. Et c'est vrai que c'est assez surprenant. Alors, je vais vous lire deux extraits complémentaires qui permettent d'illustrer cela. La marge de sécurité est obtenue lorsque les actions sont achetées à des prix suffisamment bas par rapport à la valeur intrinsèque de la société pour pouvoir eh bien, compenser en cas d'erreur humaine, de malchance ou bien d'extrême volatilité dans un monde qui est complexe, imprédictible et qui change très rapidement. Voilà, et le dernier point qui, ici, en soi, le risque ne crée pas de retour sur investissement complémentaire. Seul le prix peut le faire. Septième idée, diversifier son portefeuille. Donc effectivement, en plus du prix que vous allez payer, qui permet de diminuer votre risque, il y a deux autres choses que vous pouvez faire en complément. C'est d'une part de diversifier votre portefeuille. Alors lui explique que eh bien, normalement, si vous avez des activités qui sont suffisamment décorrélées les unes des autres, à partir de 10 ou 15 sociétés dans votre portefeuille, ça va être suffisant, ça va vous faire une bonne diversification. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, ce qu'il explique, c'est que effectivement, dans certains cas, il peut être intéressant d'avoir des instruments de couverture, donc des sortes d'assurance, si vous voulez. On dit hedge en anglais, pour protéger votre portefeuille. Pour un investisseur particulier, globalement, les hedges, les instruments de couverture qui sont facilement accessibles, soyons clairs, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est principalement l'investissement dans l'or, hein, l'or physique ou bien l'or via des ETF. Ou alors ça peut être également des actions de sociétés qui sont dans le domaine de la production de l'or. À ce sujet, j'ai déjà fait une vidéo sur les mines d'or. Donc je vais vous mettre le lien, il va apparaître en haut à droite de l'écran et je le mettrai en bas dans la description. Donc ça va pouvoir vous faire réfléchir sur ce sujet. Et j'ai aussi fait des articles sur mon blog Substack, justement en parlant d'actions de sociétés qui sont dans le domaine de l'or. Là aussi, je vais vous mettre les liens, ils seront dans la description. Idée numéro 8, valoriser avec un scénario pessimiste. Donc la valorisation, c'est vraiment un élément clé du processus puisque vous allez investir en regardant la différence entre le cours de bourse et la valorisation. Donc c'est vraiment un élément décisif, hein, dans le processus de décision. Et donc de façon assez logique, si vous voulez minimiser votre risque, ben, il faut avoir un scénario pas trop favorable pour la société. Alors moi je dis pessimiste, il ne faut pas être excessivement pessimiste, mais il faut être très raisonnable quand vous fixez vos hypothèses. Par exemple, donc moi la plupart du temps j'utilise les free cash flow, les flux de trésorerie pour faire ma valorisation. Ce que je fais par exemple, c'est que je vais regarder dans le passé ce qu'ils ont généré en termes de cash flow, et puis je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui peut faire évoluer la marge et le chiffre d'affaires. Et sur cette base-là, je vais prendre une hypothèse de cash flow qui est extrêmement raisonnable, c'est-à-dire je vais me dire pour les années qui viennent, ils vont vraiment au minimum du minimum arriver à générer ces flux de trésorerie-là. C'est ce que je prends pour mes hypothèses. Alors, ce que dit Seth Klarman aussi dans le livre, c'est qu'il faut faire assez attention avec les systèmes de valorisation basés sur des multiples, et notamment des multiples d'EBITDA. Le problème avec l'EBITDA, c'est que contrairement au free cash flow, ça ne prend pas en compte toutes les dépenses de la société. Donc, ça peut induire en erreur. Donc, il faut faire un peu attention à ce type d'indicateur. Et ensuite, il y a deux autres indicateurs qui rentrent en ligne de compte. C'est d'une part le taux de croissance de développement de la société et donc des free cash flow.
Donc là, il faut faire attention, il faut être raisonnable aussi sur le choix, tout simplement parce que ça peut avoir un impact très très fort sur le résultat. Dès que vous commencez à augmenter le taux de croissance futur de la société. Donc là, il faut faire attention, il faut regarder ce qu'ils ont fait dans le passé et prendre une hypothèse raisonnable. Et ensuite, la dernière chose, c'est le taux d'actualisation, ce qu'on appelle discount rate en anglais. Donc là aussi, il faut faire attention. Alors c'est de la même façon, hein, si vous changez un petit peu le discount rate, ça peut avoir d'énormes impacts sur le résultat de la valorisation. Donc pour vous dire, moi personnellement, dans les dossiers que je regarde, d'habitude, mon taux d'actualisation, il va être situé au minimum au minimum c'est 9-10% et au maximum ça va monter à 13, 14 ou 15% maximum. Parce que moi je suis sur des small cap et des mid cap, parfois dans certaines zones où il y a des risques géopolitiques. Et donc voilà, c'est pour ça que je peux monter jusqu'à 14 ou 15 maximum. Pour vous donner une idée, à mon avis, quand vous investissez dans des grandes capitalisations, très grandes capitalisations, bah là, vous avez plutôt un taux d'actualisation qui va être situé autour de, on va dire, autour de 8% à peu près, 7-8%, parce que c'est à peu près eh bien, ce qu'on a observé hein, en termes de rendement sur le très long terme. Voilà, donc là, ça vous donne un peu quelques indicateurs pour vous faire une idée sur comment fixer vos hypothèses. Idée numéro 9. Quels sont les autres critères de choix? Donc là, je ne vais pas faire une liste exhaustive, mais donner les principaux éléments. Le premier point, c'est que selon Seth Klarman, il faut être contrariant, c'est-à-dire ne pas suivre la foule. Effectivement, si vous suivez la foule, vous avez de fortes chances de surpayer vos actions. Donc ça, c'est absolument à éviter. La contrepartie de ça, et c'est ce que dit ici Seth Klarman, c'est que bah, si vous êtes contrariant, très souvent, vous avez tort au début. Hein, et vous pouvez effectivement subir pendant un certain temps des pertes latentes sur votre portefeuille, mais au bout du compte, bah, ça sera profitable pour vous. Le deuxième point, c'est qu'il faut privilégier des actions pour lesquelles les managers achètent des titres sur le marché. Donc là-dessus, j'avais déjà fait une vidéo il n'y a pas très longtemps à ce sujet. Je vais vous mettre le lien, il va apparaître en haut à droite de l'écran et il sera dans la description en dessous. Donc voilà, ces actions, ces rachats d'actions sur le marché, ça a vraiment une valeur très forte. Pourquoi? Parce que les managers, bah, c'est les personnes qui sont les mieux informées, à la fois sur l'activité de la société, mais également bah, sur le marché, bien souvent. Et donc, le fait qu'ils achètent, c'est souvent un indicateur très fort qui montre que le cours de bourse, très clairement, de la société est sous-évalué. Ensuite, autre point, ce qui indique Seth Klarman, c'est que bah, souvent c'est encore mieux s'il y a peu ou très peu d'analystes qui suivent la valeur, bah, tout simplement parce que dans ces cas-là, ça ne va pas trop attirer les investisseurs, notamment les investisseurs institutionnels, et donc bah, on va souvent avoir de très belles décotes de valorisation dans ces situations-là. Ensuite, autre point qu'il indique, il est vraiment crucial de comprendre d'où vient la décote quand il y a une décote de valorisation, tout simplement pour éviter ben, les mauvais choix, hein, les mauvaises sélections. Il ne faut pas que la raison de la décote remette en cause l'attractivité de l'investissement. Et enfin, ce qu'il indique, c'est qu'il faut privilégier les actions pour lesquelles on a un catalyseur. Alors, un catalyseur, ça veut dire quoi? Ça veut dire eh bien, un événement qui a une forte probabilité de se réaliser dans les mois qui viennent, on va dire dans un horizon de 12 mois ou 18 mois maximum, et événement qui eh bien, provoquera ou aura tendance à provoquer une hausse significative du cours de bourse. Pour vous donner un exemple de catalyseur, on va partir du gaz naturel. C'est d'ailleurs un exemple que je cite dans la vidéo où je parle des managers qui achètent des titres sur le marché. Donc là, au niveau du gaz naturel, eh bien le catalyseur, c'est quoi? C'est les difficultés qu'ont actuellement les pays européens à s'approvisionner en gaz naturel suite aux ruptures des relations avec la Russie. La Russie apportait et vendait beaucoup de gaz naturel à l'Europe. Et donc maintenant, ils ont un déficit et ils cherchent
à trouver eh bien, d'autres moyens d'obtenir ce gaz naturel, mais c'est pas simple. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que le prix du gaz naturel, notamment aux États-Unis, avait vraiment beaucoup baissé ces dernières semaines, ces derniers mois, après avoir atteint un pic, alors même que eh bien, ces difficultés d'approvisionnement en Europe existent toujours. Et d'ailleurs, ce qui se passe bien souvent, c'est que eh bien, on va dire le prix a tendance à augmenter à l'approche de l'hiver, donc d'ici quelques mois, quand on se rend compte que eh bien, on a du mal à remplir les stocks de gaz naturel. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui risque de se passer d'ici la fin de l'année en Europe. On verra bien, mais il y a une probabilité élevée pour que ça arrive, tout simplement parce que eh bien, l'Europe n'a pas résolu cette problématique d'accès à l'énergie et notamment d'accès au gaz naturel en quantité suffisante. Et donc, on est vraiment face à un catalyseur qui risque de refaire partir à la hausse significativement le prix du gaz naturel. On termine avec l'idée numéro 10, il faut être discipliné et patient. En réalité, ça c'est une des choses les plus difficiles dans le value investing. Il y a assez peu de personnes qui ont cette tournure d'esprit, cette mentalité et qui sont capables de rester constants sur le très long terme et d'appliquer bien tous les principes qu'on a vus précédemment dans cette vidéo. Mais c'est vraiment en faisant ça sur le long terme eh bien, que vous allez arriver à générer eh bien, un bon rendement sur votre portefeuille. Donc ça, c'est le premier point. Par ailleurs, il faut bien garder en tête que eh bien, les émotions ne doivent jamais l'emporter. Et notamment, vous ne devez pas être attaché émotionnellement à certains titres. Il n'y a pas une ligne qui doit être sacrée dans votre portefeuille. Et il faut être capable, s'il y a une opportunité qui se présente, eh bien, de réaliser sa perte et de se repositionner sur une nouvelle action si elle a si elle est moins risquée et a plus de potentiel. Voilà, donc l'émotion ne doit jamais l'emporter. Ce qui doit l'emporter toujours, c'est votre propre analyse des fondamentaux de la société. Voilà, j'en ai terminé pour ce résumé du livre Margin of Safety de Seth Klarman. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, eh bien, mettez un pouce vers le haut sur la vidéo, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Par ailleurs, ce n'est pas un livre qui est facile à trouver, donc il n'existe pas à ma connaissance en français. En anglais, j'ai eu un peu de mal, moi, personnellement, à l'acheter. Donc si vous voulez voir bien plus de citations de ce livre, n'hésitez pas, j'ai fait un résumé détaillé dans mon Substack, donc je vais vous mettre le lien, il va s'afficher en haut à droite de l'écran et je le mettrai également dans la description, il y a un petit peu plus de citations. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao! Merci à tous pour votre attention. Si vous aimez la chaîne, si vous voulez l'aider à se développer, pensez bien à vous abonner, à mettre des pouces vers le haut, faire des commentaires, partager la vidéo. Ça m'aide vraiment beaucoup pour le référencement.